Bonsoir, je tiens à remercier énormément la Société marocaine de cardiologie pour la qualité d'organisation et l'accueil chaleureux. Chers modérateurs, chers collègues, permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé « L'intérêt de l'imagerie dans la chirurgie de l'aorte ascendante à propos de 137 cas opérés, 137 patients opérés au sein de notre service au HS Riyad Constantine, Algérie. » Les progrès de l'imagerie médicale et des techniques chirurgicales ont permis une prise en charge de pathologies de plus en plus complexes de l'aorte thoracique. J'ai vu qu'il y a parmi nous des jeunes internes en cardiologie et en chirurgie thoracique, donc je vais faire une petite définition. Pour les anévrismes aortiques, l'anévrisme aortique se définit par une perte de parallélisme des bords de l'aorte responsable d'une dilatation segmentaire et permanente de son diamètre secondaire à une lésion soit localisée ou diffuse de sa paroi. Par contre, la dissection aortique se définit comme un clivage de la paroi aortique au niveau de la média, entraînant la création de deux chenaux séparés par une membrane intimale. Notre objectif est de préciser l'apport de l'imagerie, à savoir la radiographie pulmonaire standard, l'écho-cœur, l'angiotédième thoracique pour l'exploration des anomalies de l'aorte ascendante, de la crosse aortique, le bilan préopératoire et enfin le suivi à long terme de ces patients. Il s'agit en fait d'une étude rétrospective de 137 patients opérés pour lésions de l'aorte ascendante et ou de l'arche aortique type anévrisme et dissection aortique corrigée sur une période de 15 ans entre janvier 2001 et décembre 2015. Il s'agit de 62 patients opérés pour dissection aortique et 75 pour anévrisme de l'aorte ascendante et ou de la crosse aortique. Dans cette série de 137 patients, on a 62 dissections. Parmi ces 62, on a 50 qui ont été opérés pour une dissection aortique aiguë et 12 pour une dissection aortique chronique. Pour les 75 cas d'anévrisme, on a 68 anévrismes de l'aorte ascendante, une association d'un anévrisme de l'aorte ascendante et de la crosse aortique au niveau de pour 5 patients, et enfin 2 cas isolés d'anévrisme isolé de la crosse aortique. En ce qui concerne le sexe, dans le groupe de la dissection, 24 cas étaient de sexe féminin et 38 étaient de sexe masculin, donc on note une nette prédominance masculine dans ce groupe. Dans le deuxième groupe, 36 cas étaient de sexe féminin et 39 cas étaient de sexe masculin, donc on note une légère prédominance masculine. En ce qui concerne la répartition de l'âge, on a noté la tranche d'âge entre 40 et 60 ans, c'est la tranche la plus touchée dans les deux groupes, que ce soit pour la dissection ou pour l'anévrisme. Le délai de prise en charge de nos patients pour la dissection aortique, on a 17 patients ont été opérés dans un délai inférieur de 24 heures, 12 patients ont été opérés dans un délai entre 24 et 72 heures, 21 patients ont été opérés entre 72 et 15 heures, et enfin 12 patients ont été opérés après le 15e jour. Pour les anévrismes aortiques, on a 17 patients ont été opérés dans un délai inférieur à 30 jours, 24 patients ont été opérés entre 1 mois et 1 an, et enfin 34 patients ont été opérés dans un délai entre 1 an et 10 ans. Pour les facteurs de risque, dans le premier groupe, la dissection, 38 patients étaient hypertendus, 2 patients avaient un syndrome de Marfan, 5 avaient une bicuspidie, 2 avaient des antécédents familiaux de dissection aortique, 0 patient pour la coarctation et enfin 0 cas pour mort subite. Pour le deuxième groupe d'anévrisme, 20 patients étaient hypertendus, 3 avaient un syndrome de Marfan, 2 avaient une bicuspidie, 1 avait des antécédents familiaux d'anévrisme aortique, 0 cas pour la coarctation et enfin un cas de mort subite dans la famille. Pour les antécédents, le premier groupe pour la dissection, 38 patients étaient hypertendus. On a 2 cas ayant un syndrome de Marfan, 1 cas ayant un syndrome de Turner, 16 patients ayant une association tabagisme et diabète type 2, 2 étaient hémiplégiques, 2 patients avaient un rétrécissement aortique, 0 patient ayant subi un remplacement valvulaire aortique, 2 patients étaient en insuffisance rénale chronique, 2 patients avaient dans les antécédents un EDM, 0 cas pour les endocardites infectieuses et 1 cas pour la dissection chronique. Pour le deuxième groupe, 20 patients étaient hypertendus, 3 cas avaient un syndrome de Marfan, 0 cas pour un syndrome de Turner, 12 patients avaient une association tabac-diabète type 2, 2 étaient hémiplégiques, 3 avaient un rétrécissement aortique, 4 patients avaient subi un remplacement valvulaire par prothèse mécanique, 3 avaient une insuffisance rénale chronique, 1 cas avait un EDM, 1 cas d'endocardite infectieuse et 7 cas de dissection aortique chronique. Sur le plan clinique,
Pour le premier groupe, la dissection, on note que la douleur thoracique prédomine. Sur le plan fonctionnel, on a 26 patients avaient été en dyspnée stade 2, 16 patients étaient en dyspnée stade 3 et enfin 14 patients étaient en dyspnée stade 4. Certains patients avaient une anémie, 25 patients avaient un souffle au foyer aortique, 2 avaient des notions de précordialgie, 2 patients étaient en état de choc, 2 avaient une ischémie des membres. On note que les circonstances de découverte pour la dissection étaient fortuites dans 5 cas. Pour le deuxième groupe des anévrismes, la douleur thoracique prédomine également dans ce groupe. Sur le plan fonctionnel, 46 patients étaient en dyspnée stade 2, 16 étaient en dyspnée stade 3 et 0 étaient en dyspnée stade 4. Pas d'anémie dans ce groupe. On a 43 patients qui avaient un souffle au foyer aortique, 7 patients avaient des précordialgies, 0 patients pour l'état de choc et l'ischémie des membres. Et enfin, 21 patients avaient une découverte, on rapporte la notion de découverte fortuite, parmi eux une fillette âgée de 6 ans, dont la découverte a été faite après dans un bilan d'une turgescence des veines jugulaires où on a trouvé la dilatation anévrismale de son aorte ascendante. Pour les techniques d'exploration, on commence par l'examen le plus simple, c'est la radiographie pulmonaire. Pour le groupe des anévrismes de l'aorte thoracique, on a un index cardiothoracique variant entre 0,44 à 0,7 avec moyen à 0,57. La saillie du bouton aortique était moins marquée. On note 4 cas d'épanchement pleuraux. Pour le groupe des dissections aortiques, l'index cardiothoracique varie entre 0,5 et 0,78, avec un index cardiothoracique moyen 0,59. La saillie du bouton aortique était plus marquée dans ce groupe, avec enfin 7 cas d'épanchement pleuraux. En ce qui concerne l'échographie transthoracique, pour le groupe des anévrismes aortiques, sur le plan quantitatif, 14 patients avaient une insuffisance aortique grade 2, 19 avaient une insuffisance aortique grade 3 à 4, 18 avaient une insuffisance aortique grade 4. Au total, le nombre des patients avaient une insuffisance aortique supérieure ou égale à 2 était 51 parmi les 75 patients. Maladie aortique dans 4 cas, rythme aortique dans 2 cas, bicuspidie dans 5 cas. Pour la dissection aortique, 10 patients avaient une insuffisance aortique grade 2, 15 avaient une insuffisance aortique grade 2 à 3, 4 avaient une insuffisance aortique grade 4. Le total des patients qui avaient une insuffisance aortique supérieure ou égale à 2 était 25 sur 62 patients. Le nombre des patients qui avaient une maladie aortique était à 3, rythme aortique à 3 et enfin bicuspidie 2 cas. En ce qui concerne la fraction d'éjection pour les anévrismes aortiques, on a une fraction d'éjection variant entre 39 à 83% avec une moyenne à 60. Fraction de raccourcissement variant entre 16,6 à 50,8% avec une moyenne à 33%. 11 patients avaient une dysfonction VG en préopératoire. Le diamètre diastolique du ventricule gauche variant entre 32 et 89 mm avec une moyenne de 60,2 mm. Diamètre systolique du ventricule gauche variant entre 16 à 64,16 mm avec un diamètre moyen à 40,8. La masse du ventricule gauche variant entre 41 à 881 grammes avec une masse moyenne à 279. Pour le deuxième groupe des dissections aortiques, on a une fraction d'éjection variant entre 25 à 78 avec fraction d'éjection moyenne à 63,5%, fraction de raccourcissement variant entre 15,1 à 47% avec une moyenne à 34,8%. 4 patients avaient une dysfonction VG préopératoire. Le diamètre diastolique du ventricule gauche varie entre 35 à 85,8 mm avec un diamètre moyen à 51,8 mm. Diamètre systolique du ventricule gauche varie entre 22 à 63,8 mm avec un diamètre moyen à 33,7. Enfin, la masse myocardique du ventricule gauche varie entre 60 K à 452 grammes avec une masse moyenne chiffrée à 256,2 grammes. L'échographie transthoracique permet également, dans le groupe des anévrismes aortiques, de préciser le diamètre de l'anneau aortique qui varie entre 21 à 36 mm, le diamètre du sinus de Valsalva varie entre 24 à 78 mm, le diamètre de l'aorte ascendante varie entre 53 à 102 mm. Enfin, de montrer la présence d'un épanchement péricardique dans 6 cas. Pour le deuxième groupe des dissections aortiques, on a un diamètre aortique variant entre 19 à 22 mm, diamètre du sinus de Valsalva variant entre 24 et 55 mm, diamètre de l'aorte ascendante variant entre 28 et 58 mm. Enfin, on a 8 cas d'épanchement péricardique. Pour le contrôle post-opératoire des anévrismes aortiques, on note 13 cas de dysfonction ventricule gauche, 5 patients présentent une insuffisance aortique grade 2, 1 patient présente une insuffisance aortique grade 4, significatif. Enfin, 5 cas de tamponnade. Pour le post-opératoire des dissections aortiques, on note l'augmentation du nombre de dysfonctions VG à 16 cas
Ceci est lié au début de notre expérience, la longueur du temps de clampage. Et enfin, les lésions coronariennes, puisqu'on n'explore pas en urgence ces malades sur le plan coronarien. On a 9 cas avec une insuffisance aortique grade 2, un cas d'insuffisance aortique significatif et enfin 4 cas de tamponnade qui ont bénéficié d'un drainage chirurgical. Voilà une image transthoracique d'un patient qui avait un diamètre au niveau de l'aorte ascendante à 102 mm. Enfin, on passe à l'examen essentiel, c'est l'angiotédième thoracique. En matière d'anévrisme de l'aorte, cet examen a été réalisé chez 61 sur 75 patients. En préopératoire, il a permis de préciser le diamètre des sinus de Valsalva qui était dilaté dans 10 cas, diamètre de l'aorte ascendante supérieur à 50 mm dans tous les cas, avec une limite supérieure à 105 pour le patient qui avait un diamètre à 102 sur le plan échocardiographique. Enfin, diamètre de la crosse aortique supérieur à 60 mm dans 7 cas. En matière de dissection aortique, l'angiotédième thoracique a été réalisé chez 61 sur 62 patients, puisque le dernier patient il était en état choc, on n'a pas pu réaliser l'angiotédième thoracique. Sur le plan préopératoire, l'angiotédième thoracique permet de confirmer le type de la dissection qui était de type A dans les 61 cas, dilatation du sinus de Valsalva dans 4 cas, déchirure intimale étendue à la crosse aortique dans 3 cas, déchirure intimale étendue à la coronaire droite dans 1 cas. Sur le plan post-opératoire, pour les anévrismes, on note la présence d'un hématome périanastomotique dans 1 cas. Pour les dissections aortiques, on note la présence d'un hématome périanastomotique dans 3 cas et la présence enfin d'un feu chenal persistant dans 2 cas. Voilà une image d'un angiotédième thoracique. L'angio-IRM thoracique, la place de l'IRM est devenue prépondérante devant son caractère peu irradiant, peu invasif et permettant d'être répété lors du suivi des patients, mais malheureusement, le nombre de patients qui a bénéficié de cet examen était 0 patient. La coronarographie a été demandée pour 7 patients ayant un anévrisme de l'aorte ascendante. Le motif était encore trouble de la repolarisation à l'ECG. Le résultat, la coro était saine dans 6 cas. Le dernier cas avait une sténose à 75% de l'EVIA moyenne, où il a bénéficié d'une revascularisation myocardique associée à la chirurgie de l'anévrisme. Quelles sont les limites de notre étude? Le nombre des patients, on a 62 patients pour dissection aortique, 75 pour anévrisme de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique. La durée de suivi max, elle est 5 ans pour la dissection aortique et 7 ans pour les anévrismes de l'aorte ascendante et ou la crosse aortique. Elle n'est pas faite puisque la majorité des patients sont perdus de vue. L'âge de prédilection varie entre 40 et 60 ans. On note une prédominance masculine. Des facteurs de risque proches de ceux décrits dans la littérature, comme l'HTA et Marfan. Pour les explorations radiologiques, l'échotransthoracique et radiographie du thorax ont été pratiquées en pré- et en post-opératoire pour tous les patients. L'angiotédième thoracique a été pratiqué en préopératoire chez 99% de dissection aortique et 94% pour les anévrismes de l'aorte ascendante et ou de la crosse aortique. Pas de sélection des patients. Sur le plan épidémiologique, on a opéré même des patients âgés de 80 ans avec des facteurs de risque multiples. Sur le plan échographique, avec fraction d'éjection confondue entre les deux groupes, variant entre 25 et 83%. Donc, une patiente qui avait une fraction d'éjection n'a pas été récusée pour le traitement chirurgical. Sur le plan thérapeutique, la majorité des patients ont bénéficié d'un tube sus-coronaire avec ou sans remplacement valvulaire aortique dans la majorité des cas. Intervention de Bentall a été faite dans 4 cas de dissection aortique, des cas d'anévrisme de l'aorte ascendante. Le choix du matériel, c'est des tubes en Dacan avec ou sans prothèse mécanique à double ailette. Nos résultats sont encourageants. On note une bonne évolution scanographique et échocardiographique pour les patients qui avaient des hématomes périanastomotiques. Pas de notion de redissection. Pour les deux patients qui avaient une persistance du feu chenal circulant au niveau de l'aorte descendante, ils ont été envoyés pour traitement endoscopique. Un cas d'insuffisance aortique résiduelle symptomatique dans chaque groupe pathologique par échec d'une plaquette aortique, ils ont bénéficié d'une réintervention avec remplacement par prothèse mécanique. Je vais vous rapporter quelques cas cliniques du service. Le premier cas, il s'agit d'un anévrisme saxiforme latéral de l'aorte ascendante. On voit ici le... Il ne fonctionne pas.
souris, oui. On voit dans ce cas la poche anévrismale. Voici 4 coupes scanographiques qui montrent nettement l'anévrisme latéral au niveau de l'aorte ascendante. Et enfin, une image péropératoire qui montre l'anévrisme latéral, la poche anévrismale. C'est un patient qui a bénéficié d'une résection avec comblement de la perte de substance aortique par un patch péricardique en Dacron. Par patch en Dacron. Le deuxième cas, il s'agit d'un anévrisme de l'aorte ascendante chez un malade atteint d'une maladie de Marfan. Vous voyez l'énorme dilatation au niveau de l'aorte ascendante. Une image scanographique. L'énorme dilatation en bulbe d'oignon. Et l'image, l'aspect péropératoire. Il s'agit d'une femme âgée de 28 ans atteinte d'une maladie de Marfan. Le troisième cas, il s'agit d'un anévrisme desséquant de la crosse aortique. Vous voyez les images scanographiques qui montrent nettement la dilatation au niveau de l'aorte ascendante et au niveau de la crosse aortique. Voici une image péropératoire qui confirme les données scanographiques. Un quatrième cas d'un anévrisme thrombosé au niveau de la crosse aortique partie horizontale. On note l'élargissement du médiastin supérieur sur radiographie pulmonaire standard de face. 4 images scanographiques qui montrent nettement l'anévrisme thrombosé du segment horizontal de la crosse aortique. Voici des images péropératoires qui confirment les données scanographiques. On voit après ouverture le contenu, le thrombus, un géant thrombus intrasaculaire. Le cinquième cas, il s'agit d'un patient âgé de 51 ans, hypertendu, atteint d'une dissection aortique aiguë. On voit ici le flap intimal au niveau de l'aorte descendante et au niveau de l'aorte ascendante. Pour la deuxième image, 4 coupes scanographiques qui confirment le flap intimal au niveau de l'aorte ascendante et au niveau de l'aorte descendante. L'aspect péropératoire avant le clampage aortique. On note l'aspect violacé au niveau de l'aorte ascendante. C'est un cas qui présente un jeune homme âgé de 18 ans atteint d'une maladie de Marfan qui a consulté pour un géant anévrisme au niveau de l'aorte ascendante. Vous voyez le calibre est à 0,5 mm. On voit que la partie antérieure de l'aorte ascendante, elle est juste le sternum, la face postérieure du sternum. Et la deuxième image, on a montré le site, on a canulé avant la sternotomie afin d'éviter le traumatisme et la catastrophe lors de la scie, puisque l'anévrisme était immédiatement sous le sternum. Je vais vous rapporter 2 cas. Cette patiente qui n'a pas été opérée, puisqu'elle a été récusée par notre équipe chirurgicale et par les réanimateurs, c'est une patiente âgée de 20 ans, atteinte d'une maladie de Marfan, qui présente des déformations squelettiques importantes, type scoliose importante, comme vous voyez dans l'image du thorax, avec la grande déformation, une énorme scoliose, avec une nette déformation au niveau du sternum. Donc, pour l'abord chirurgical de l'anévrisme, il était impossible, qui présente une dissection aortique aiguë sur énorme dilatation anévrismale. On voit ici le flap intimal avec dilatation. Le dernier patient, c'est un patient qui a été opéré à l'étranger, puis il a consulté chez nous 1 mois après, en post-opératoire, suite à des signes de déglobalisation. On a réalisé un angio-TDM thoracique qui a montré le faux anévrisme au niveau de l'anastomose proximale après intervention de Bentall. Vous voyez l'apport apporté par l'angioscanner. Mais malheureusement, la patiente a été décédée en post-opératoire puisqu'elle a fait une sepsie sur tableau de médiastinite. Comme conclusion, comme les coronaropathies, les lésions de l'aorte ascendante vont crescendo dans le sillage de la transition épidémiologique, les progrès de l'imagerie médicale permettent des diagnostics de plus en plus précoces. L'angioscanner est le moyen d'imagerie le plus adapté pour le diagnostic positif, la cartographie préopératoire des anévrismes de l'aorte ascendante. Les reconstitutions sont utiles pour préciser certains détails difficiles à analyser sur le coupe axial. Enfin, la dissection et l'anévrisme aortique sont une maladie de toute la vie qui nécessite une surveillance à la recherche de complications évolutives. Et je vous remercie. Merci.
Bien. On va donc ouvrir la discussion et on commence bien entendu par la première lecture qui a été faite par notre ami le professeur Ariel. Communication très importante parce que pour l'orifice aortique et l'aorte initiale, la classification fonctionnelle et anatomique est fondamentale. Ce pour plusieurs raisons. D'abord pour rechercher le mécanisme de cette régurgitation aortique. En parlant de la classification similaire à celle de Carpentier pour l'aorte. Si vous dites un type 2, manifestement c'est un prolapsus, donc vous vous dites que ça va être une régurgitation importante, ce n'est pas la peine d'avoir recours à d'autres critères. Mais surtout pour établir un dialogue avec le chirurgien, et ça c'est fondamental, surtout en vue d'une réparation de cette insuffisance aortique. Et dans ce sens, bien entendu, pour cette classification, l'imagerie est fondamentale, et aussi bien l'écho, 2D, 3D, mais le scanner a eu large place, surtout pour l'étude de l'aorte thoracique initiale. Et je pense à ce sujet pour la réparation que le TO aussi péropératoire est fondamental pour aussi bien en préopératoire qu'en péropératoire et en post-opératoire pour évaluer la réussite ou non de cette réparation de la valve aortique et de l'aorte initiale et la recherche éventuellement d'autres complications. Donc la discussion est ouverte pour la première lecture. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Question, Monsieur Cohen. J'ai jamais très bien compris la différence entre flail valve et prolapsus complet. Ça a toujours été un mystère pour moi. Flail, c'est éversion, que ce soit pour l'aorte ou pour la mitrale. Pour l'aorte, c'est pas utilisé ce terme. Ouais. Il y a dans la classification flail valve et prolapse et prolapse incomplet. Alors la différence entre prolapse complet et flail, ça a toujours été un mystère pour moi. Je ne sais pas, éversion, en français, le mot c'est éversion pour flail, mais... Bon, moi, je n'ai pas utilisé le mot flail, hein. J'ai juste mis dans les recommandations. Hein. Tu as vu que dans mon exposé, je n'ai pas du tout parlé de ce terme. Hein. Dans la classification, il y a le mot flail. Alors, flail, dans la terminologie initiale, ça correspondait à des ruptures de cordage. C'est-à-dire c'est une valve, tu vois, qui n'a plus d'amarrage. Et donc, c'est une éversion qui est liée à un défaut d'amarrage. Hein. Donc c'est un prolapsus complet. On pourrait dire que le flail, c'est un prolapsus complet. Le prolapsus partiel, c'est une partie simplement de la valve, c'est-à-dire pas tous les segments de la valve, un peu comme une valve postérieure ou une valve antérieure quand il y a un des trois segments qui est atteint. Donc si un des trois segments est atteint, c'est un prolapsus partiel. Par contre, si c'est toute la valve, c'est un prolapsus complet. Et s'il y a une éversion complète par rupture de cordage, tu peux l'appeler soit prolapsus complet, soit flail. Par contre, pour la valve aortique, moi, je n'utilise pas du tout. Hein. Je ne suis pas les recommandations. Parce que tu as raison, c'est un facteur d'ambiguïté. Par contre, on ne parle pas de ballonisation pour la valve aortique, hein, comme tu as vu. Hein. Merci, professeur Cohen. Vraiment, c'est avec un grand plaisir qu'à chaque fois nous vous écoutons et on apprend beaucoup. Ce que je voulais vous dire un petit peu par rapport au Maghreb, enfin, nous voyons beaucoup des fuites aortiques qui sont en rapport avec une restriction d'une sigmoïde aortique avec le flux excentré. Je voulais vous dire, vous, un petit peu, qu'est-ce qui est plus fréquent en termes de mécanismes de ces fuites aortiques que vous voyez donc en France. Par rapport à nous, on voit plutôt ce qui est en rapport avec tout ce qui est rhumatismal, donc les restrictions. Nous, les deux principales étiologies chez nous, hein, c'est vraiment le dégénératif, donc plutôt le type 3, avec l'atteinte fibrocalcaire et un certain degré de restriction valvulaire. Et après, le deuxième grand groupe, c'est toute la pathologie qui complique l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la dilatation de l'aorte thoracique. Donc ça, c'est les deux grands groupes. Hein. Après, tu as les formes donc, qui correspondent à des atteintes congénitales, qui concernent surtout les centres de référence. Donc on a à ce moment-là le Marfan, le Turner et les équivalents, la maladie annulo-ectasiante. Mais ça vient très très loin en troisième position. Et puis comme tu l'imagines, on ne voit pratiquement pas ou pas du tout de type 3, de type rhumatismal. Et on n'a pas d'écrit d'atteinte de valve aortique liée, par exemple, à l'utilisation de certains médicaments toxiques, comme le métisergide, qui touche plutôt la valve mitrale. La valve aortique est atteinte de façon totalement exceptionnelle.
Et enfin, le carcinoïde donc, peut donner des atteintes valvulaires gauche quand il y a un foramen ovale perméable. Donc ça, on en voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de tumeurs carcinoïdes qui nous sont adressées par les centres de cancérologie. Donc c'est des formes restrictives pures. Et quand il y a une atteinte valvulaire gauche, ça veut dire c'est synonyme de présence d'un foramen ovale perméable. Est-ce que tu as recours souvent à l'éthéo? Parce que j'ai vu beaucoup d'imagerie sur l'éthéo pour l'étude anatomique de l'orifice aortique. En fait, ce topo m'a fait réfléchir et vraiment je vous remercie de m'avoir trouvé ce titre parce que j'avais tendance à raisonner de façon un peu stéréotypée en disant, en gros, l'échographie transthoracique, comme pour la mitrale d'ailleurs, suffit à caractériser à la fois le mécanisme et assurer la quantification, et le TO est fait de façon optionnelle dans la phase de bilan préopératoire. J'avais appliqué par analogie ce raisonnement à la valve aortique, et en fait, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, les dimensions de l'aorte thoracique, donc de tout le culot aortique, c'est beaucoup mieux précisé en échographie œsophagienne, et les mécanismes intimes, c'est quand même beaucoup mieux vu en ETO. Donc moi je dirais, si le TT n'apporte pas une réponse univoque, qui comprend deux parties, un, le mécanisme, que vous en soyez pratiquement certain avec les dimensions de l'aorte thoracique. Deux, que vous ayez une quantification fiable, alors il faut faire le TO. Donc les indications de TO, depuis quelques temps chez nous, se sont élargies parce qu'on pense que, comme pour la mitrale, ça apporte des informations que l'IRM, comme le scanner, n'apporte pas. Aïcha vous a très bien montré qu'aujourd'hui, la quantification de l'IA en IRM, c'est la quantification qu'on faisait il y a 30 ans en écho-Doppler, nous. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour les IRMistes, pour avoir non pas des fractions de régurgitation indirectes, mais pour avoir des caractérisations du jet lui-même. Nous, on a mis du temps à comprendre que les approches indirectes qualitatives ou semi-quantitatives ne permettaient pas vraiment de stratifier le risque d'événement. Donc je pense que vraiment l'ETO devrait avoir des indications plus larges dans l'atteinte valvulaire aortique régurgitante. En tout cas, c'est fait systématiquement par le groupe d'Emmanuel Lansac. L'ETO est fait systématiquement. C'est-à-dire que je me posais la question, son utilité quand il y a une insuffisance aortique qui est relativement sévère, mais quand il s'agit d'une insuffisance aortique qui est modérée, alors on est d'accord, mais comme pour la mitrale, le raisonnement est le même. Vous ne faites le TO que quand vous êtes dans la phase où vous discutez le volume et ou le retentissement sur l'éventuelle chirurgie. Donc on ne fait pas de TO pour voir, comme on dit. Uniquement pour voir le mécanisme. Non, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on a passé cet âge-là. Moi, c'était précisément... J'allais présenter ma réflexion au sujet de l'écho transœsophagienne au terme de la discussion des trois communications, parce que tout de même, je pense que l'ETO continue à avoir sa place et peut-être encore plus grande, comme l'a dit professeur Ariel Cohen, et elle vient avant d'aller en angioscan ou bien en IRM, tout de même. Le premier, le deuxième est irradiant. Donc vraiment, le TO va nous affiner ces dimensions qu'on aura vues à l'ETT. Et je ne comprends pas très bien pourquoi maintenant. C'est vrai que la mode, enfin entre guillemets la mode, maintenant c'est de travailler en hybride avec l'IRM et le TDM, soit. Mais il faut quand même garder la place de l'ETO, qui n'est pas un examen irradiant et qui est beaucoup plus abordable en termes de prix, en termes de disponibilité que le TDM thoracique, comme cela a été présenté, ou l'IRM. Quoique ces deux derniers examens sont fort intéressants également. Après, on voit dans les livres, en particulier le livre Euroécho, il y a les dimensions qu'on trouve en TDM. Est-ce qu'on peut, de l'aorte thoracique, est-ce qu'elles peuvent être appliquées? Est-ce que c'est les mêmes qu'en écho? Est-ce qu'on peut les appliquer? On peut les afficher dans notre labo, autrement dit. Si tu permets, c'est très inélégant quand on est invité de ne pas être d'accord, mais non, je crois que la première partie de ce que tu dis, on ne peut pas le dire. Aujourd'hui, on est dans une ère où on a besoin d'avoir un diagnostic de certitude basé sur une confrontation d'examen. Et je pense qu'il faut que tu différencies dans ta démarche la situation aiguë de la situation non aiguë. En situation aiguë, par exemple, pathologie anévrismale de l'aorte et ou, a fortiori, suspicion de dissection,
il faut absolument avoir une technique qui te permette d'envoyer le malade au bloc opératoire, hein. Donc il faut avoir un scanner au minimum, hein. L'IRM, c'est très difficile à obtenir chez des patients hémodynamiquement instables, hein. Maintenant, dans les situations non aiguës, je crois que, si tu permets, hein, les échographistes se sont tirés 2 balles dans les pieds et 2 balles dans les mains en même temps. C'est notre faute collective de ne pas avoir été quantitatif pendant de nombreuses années, d'avoir été imparfait, d'avoir une mauvaise variabilité interobservateur, de ne pas avoir été exhaustif. Et donc, le scanner et surtout l'IRM a émergé de nos fautes. Donc, il ne s'agit pas là de faire un mea culpa, mais ça veut dire que les échographistes, s'ils veulent reprendre la main, il faut qu'ils aient de la rigueur. Je pense qu'Aïcha vous a montré l'approche quantitative. Il faut vraiment qu'on se réfère à ce type d'approche de façon à pouvoir enfin reprendre une crédibilité que l'on a perdue. Alors maintenant, un dernier commentaire, pardon d'être un peu long, sur ce que tu as dit, les dimensions de l'aorte thoracique. Il y a 2 choses qu'il faut que tu saches. On ne mesure pas la même chose, hein. Nous, on mesure bord d'attaque à bord d'attaque. Eux, ils mesurent vraiment lumière, hein. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes valeurs qu'eux, premièrement. Et deuxièmement, je pense, en tout cas c'est ma pratique de clinicien, qu'une fois que tu as documenté une dilatation de l'aorte thoracique en ETT et ou en ETO, en général en ETT, il faut que tu aies un scanner de référence pour le suivi évolutif de tes patients, quelle que soit la cause de la dilatation aortique. Et l'ETO me paraît être un examen de 3e intention pour la question dimension de l'aorte thoracique. On n'a pas la résolution axiale, on a une meilleure résolution temporelle, mais moins bonne axiale que le scanner. Et donc nous, dans notre pratique, dès qu'il y a une dilatation, on fait systématiquement une imagerie de référence et le suivi ultérieur est fait en échographie transthoracique. Et à chaque fois qu'il y a des variations significatives, on confronte au scanner en gardant à l'esprit qu'on n'a pas des valeurs homothétiques, on a des valeurs corrélées puisqu'on ne mesure pas exactement la même chose. On a une différence de 2 à 3 mm. Donc tu vois, quand tu arrives dans les valeurs seuil opératoire, on va dire entre 45 et 55 en fonction de la pathologie, il faut que tu aies bien précisé quelle est la méthode que tu as utilisée. Dans les recommandations, ce n'est pas précisé, comme tu as vu. C'est sûr que le scanner est indispensable pour les dimensions, parce qu'on peut se tromper largement au écho transthoracique. Monsieur, en père opératoire, est-ce que le tuyau a la même fiabilité pour le contrôle des places mitrales qu'en pour le contrôle des places aortiques? Est-ce qu'il est là la même pour apprécier la qualité de la réparation en père opératoire des chirurgiens? Ça m'a beaucoup surpris que tu ne fasses pas de TO à tes patients, hein, qui ont des anévrismes, hein, déjà. Et puis je trouve que c'est dur de présenter une série de dissections aortiques où il y a 0 malade qui a une échographie œsophagienne quand même, hein. Donc une fois que j'ai fait ce commentaire, je pense que le TO, en général, hein, père opératoire, c'est un excellent examen et le seul disponible lorsque le geste est un geste de réparation. Pour la mitrale, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur le fait que dans un monde idéal, il ne faudrait pas arrêter une CEC avant d'avoir vérifié à la fois l'étanchéité manuellement et lorsque l'on a repris, quand la CEC a été terminée, vérifier la qualité du geste. Pour moi, je suis hyper choqué d'imaginer qu'on puisse opérer aujourd'hui des patients sans avoir le contrôle post-opératoire avant que le patient sorte du bloc opératoire. Pour la valve aortique, tu m'as dit que tu venais à Paris, donc tu vas voir que dans la série d'Emmanuel Lansac et dans d'autres séries, en particulier chez El Khoury à Bruxelles, le TO est fait systématiquement. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer toute la littérature, mais les différentes dimensions que je vous ai montrées, la hauteur effective, la hauteur de coaptation, tout cela est vérifié dans la phase post-opératoire en écho transœsophagien 3D. Et donc, tu verras, il y a une série en cours dans le groupe d'Emmanuel Lansac où il propose à la fois le TO opératoire systématique avec une approche 3D pour bien vérifier que l'on ait corrigé tout ce qui avait été la cause de la régurgitation. Donc aujourd'hui, en bref, je pense que quand le geste est un geste de réparation et non pas un geste de remplacement, le TO est indispensable. Et pour moi, je te le dis calmement, on ne se connaît pas bien, pour moi c'est une faute de faire sortir un malade d'un bloc opératoire avec une fuite au-delà d'un grade 2. Monsieur, comme il a dit le matin le président de la Société française, nous on a un problème de moyens. Alors il faut faire des remplacements pour les valves, hein. Je pense que c'est un vrai problème de laisser des fuites, c'est un problème, tu vois. Oui, je vais dire un petit mot à Ariel. Silkal a parlé de
de malades qui ont des dissections de l'aorte. Et dans la dissection de l'aorte, le plus important est de sortir le malade vivant du bloc opératoire. Et, je ne parle pas de dissection, hein. J'ai bien différencié les aigus et les chroniques. Hein. Les dissections, je n'ai jamais demandé qu'il y ait un contrôle péropératoire. On a parlé là de gestes conservateurs sur la mitrale et sur la valve aortique. Dissection aortique, il n'est pas question de faire une ETO post-opératoire. Hein. Sa présentation concernait dissection et anévrisme. Mais ce n'était pas sa question. Donc peut-être qu'il va croire qu'il faut vérifier la valve aortique systématiquement. Non, je crois que j'ai été clair. Hein. J'ai bien parlé de la valve. Il a bien parlé de l'analogie avec la valve mitrale. Donc je répète ce que j'ai dit. Pour les pathologies de l'aorte thoracique en aigu, il n'y a pas besoin de faire une ETO ni en pré ni en post-opératoire. Il faut opérer le malade rapidement. Pour la pathologie valvulaire mitrale ou aortique, quand c'est un geste conservateur qui est fait, il faut faire une ETO systématique avant la sortie du bloc, pour moi. C'est ce qu'on fait chez nous d'ailleurs. Oui, bon, c'est un petit quiproquo qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. On n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, je suis très content d'être, en tant que chirurgien, d'être parmi vous, d'avoir tous ces échographistes par mois. Et Dieu sait que dans la pratique courante, ce n'est pas toujours évident. Et la pathologie de la valve aortique est en train d'évoluer comme la pathologie de la valve mitrale, où l'intérêt de la réparation devient de plus en plus important. Et ces réparations ne peuvent pas être faites n'importe où. Elles ne doivent être faites que dans des centres référentiels qui font des réparations de façon systématique et qui comportent une équipe complète avec chirurgiens et échocardiographistes. On ne peut pas s'amuser à faire une réparation si on n'a pas un échographiste qui va faire le TO préopératoire pour bien préciser le mécanisme de la fuite aortique et une TO post-opératoire immédiate pour requantifier l'IA et surtout requantifier un élément important qui est la zone de coaptation, qui est un élément déterminant dans la pérennité de cette réparation. Alors, bon, bon, pour le chirurgien, ce qu'il demande à l'échographiste, pour résumer, est-ce que cette fuite aortique est importante? Si elle est importante, est-ce qu'elle est vraiment arrivée au stade chirurgical? Toutes les fuites aortiques importantes ne doivent pas être opérées. Et il faut opérer le malade au bon moment, c'est-à-dire le malade où le bénéfice de l'intervention devient plus important que le risque de l'opération.